OpenClinic contient également un assez important nombre d'indicateurs qui sont regroupés dans un tableau de bord clinique. Et ce tableau de bord clinique, nous allons le retrouver ici, encore dans mon profil, gestion de mes tableaux de bord, dans le troisième chapitre qui nous donne la liste des différents indicateurs cliniques. Et on va les parcourir un à un. Le premier, c'est la couverture diagnostique en hospitalisation. Et donc ça, c'est un chiffre qui va nous indiquer pour l'ensemble des hospitalisations pour lesquelles le patient est sorti dans les 30 derniers jours, quel pourcentage de ces hospitalisations ou ces sorties d'hospitalisation ont été accompagnées par au moins un diagnostic de sortie. Et donc un diagnostic de sortie ici encodé en classification SIM10. Et donc si je vais cliquer sur cet indicateur, le système va me calculer ce pourcentage. Et voilà, nous avons la couverture diagnostique des diagnostics de sortie, ou la complétude plutôt des diagnostics de sortie. Donc pour 93,05% des hospitalisations ou des sorties d'hospitalisation dans cet hôpital, on a enregistré au moins un diagnostic de sortie en SIM10, ce qui est un score qui n'est pas trop mal. Donc évidemment, on voudrait toujours avoir au moins 100%, parce qu'ici, il y a également un pourcentage des hospitalisations pour lesquelles on n'a pas enregistré un diagnostic de sortie, mais 93%, c'est déjà pas trop mal. Un deuxième indicateur clinique qui nous dira quelque chose sur la complétude de la documentation clinique dans les dossiers patients, c'est la couverture clinique. Et cette couverture clinique est en fait un calcul qui est basé sur les contacts des patients qui ont été enregistrés, et pour chaque contact du patient, et ça peut être une consultation ou une hospitalisation, on va aller vérifier si au moins un document clinique a été enregistré. Et donc le pourcentage des contacts pour lesquels au moins un document clinique a été enregistré, c'est la couverture clinique. Et donc, on devrait être également le plus proche possible de 100%, bien entendu. Mais on voit que parfois, on enregistre des contacts pour des patients qui vont alors en consultation, mais qui découvrent par exemple qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les différents services, qui rentrent chez eux, qui ne reviennent pas. Et on peut avoir donc de temps en temps des contacts qui sont enregistrés, mais pour lesquels on n'a pas d'informations cliniques. Ça devrait être normalement très limité. Et parfois on voit aussi qu'on oublie d'enregistrer des informations dans le dossier patient, ou bien on enregistre les données cliniques sur un mauvais contact du patient. On va voir des exemples. Alors quand je vais cliquer sur cet indicateur, ça va me montrer où je me trouve ici sur une échelle. Et donc si je suis dans le rouge, ça veut dire que ma documentation clinique est très faible. Pour moins de la moitié des contacts, j'ai au moins un enregistrement clinique. Si je suis dans le jaune, c'est moyen. Si je suis dans le vert, ça veut dire que je suis bon. Ça veut dire que pour plus de 85% des contacts des patients, j'ai enregistré au moins un document clinique. Je peux demander de calculer ce chiffre par mois. Et donc si je veux le calculer, par exemple ici pour le mois de février, je vois que là je suis à 93%. Ou bien pour voilà, le mois d'octobre, l'année passée, là j'étais à 91%.
et je retourne au mois actuel. Alors, quand je demande également le détail de ce calcul, je vais voir la liste des services avec pour chaque service le score de complétude. Et je vais voir que certains services sont assez performants, ont un score de 100%. Il y a d'autres services pour lesquels le score est moins performant. Par exemple, ici, la morgue, oui, c'est quelque part normal qu'on n'enregistre pas trop d'informations pour des patients qui sont à la morgue. De même pour un laboratoire, souvent on va enregistrer des résultats laboratoires, mais il y aura rarement des documents cliniques qui vont être ajoutés. Donc là, c'est plus ou moins normal. Je vois ici en néonatologie, on a une couverture de 100%. Mais ici en médecine interne, je vois par exemple qu'on est à 96,8%. Ça veut dire que pour 2 contacts sur 63 dans le mois de mars ici, en médecine interne, on a oublié d'enregistrer un document clinique. Et si je veux avoir la liste de ces contacts pour lesquels il y a un document manquant, je peux simplement cliquer ici sur le lien. Et je vais voir que j'ai en fait 2 patients ici, donc un patient test et un autre patient, pour lesquels je vois la liste des prestations qui ont été réalisées, donc ici pour une hospitalisation, mais pour lesquels on n'a aucun document clinique pour le patient. Si je veux aller dans le dossier du patient, je clique simplement ici sur l'identifiant de ce patient et je vais entrer dans son dossier. Et donc je vois ici que ce patient a des enregistrements pour le 23 mars sur le service des urgences, mais je vois qu'il a également une consultation, enfin une hospitalisation en médecine interne. Pour cette hospitalisation en médecine interne, je ne vois rien du tout. Quand je vais demander l'historique des contacts, je vois que pour le 23 mars, il a effectivement une consultation en urgence, il a une hospitalisation en médecine interne, mais donc dans le dossier clinique, je ne vois rien enregistré pour le service d'hospitalisation de médecine interne, seulement pour le service des urgences. Et donc, l'hospitalisation en médecine interne, c'est un contact pour lequel il n'y a pas de document clinique et donc qui est signalé comme un contact qui n'est pas couvert. Si j'aurais par exemple changé ici, si je vais modifier, je vais dire que bon, cette fiche d'hospitalisation, en réalité, elle ne devrait pas être enregistrée sur les urgences, mais elle doit être enregistrée sur le service d'hospitalisation en médecine interne. Si je vais sauvegarder ici, donc maintenant j'ai également un document clinique sur cette hospitalisation en médecine interne. Si je vais retourner vers mon indicateur, voilà, je vais redemander le détail, je vais voir que maintenant en médecine interne, il y a 62 sur 63 contacts qui sont couverts et donc mon score ou ma couverture est passée à 98,4%. Et donc maintenant, le patient test n'est plus dans la liste des contacts manquants. Donc c'est exactement ça. On peut voir par service les contacts patients pour lesquels on a oublié d'enregistrer quelque chose. Et donc ça permet de faire un suivi rapproché des différents services pour aller voir, tiens, pour certains contacts, pourquoi est-ce qu'on n'a pas enregistré un document clinique? Est-ce qu'on a oublié? Est-ce que le patient est parti? Est-ce qu'on a fait un enregistrement sur un mauvais contact, comme l'exemple que je viens de vous montrer? Un autre indicateur intéressant est la complétude clinique. Pour la complétude clinique, on va calculer le nombre de documents cliniques qui ont été enregistrés pendant une période, donc pendant un mois précis, et on va pouvoir sélectionner le mois pour lequel on fait le calcul. Donc on va prendre le nombre total de documents cliniques et on va diviser ça par le nombre de contacts. Ça veut dire que le résultat, ça va nous donner le nombre moyen de documents cliniques qui sont enregistrés par contact. Ici, c'est exprimé sous forme d'un pourcentage.
Donc c'est le nombre de documents cliniques divisé par le nombre de contacts et multiplié par 100. Donc si j'ai par exemple un score de 300%, ça veut dire que j'ai 3 fois plus de documents cliniques que de contacts dans mon système. Et c'est quelque chose qui nous donne une indication de l'intensité de documentation clinique dans une structure de soins. Donc le plus grand le nombre de documents cliniques qu'on a par contact, le plus dense est la documentation clinique. Et donc c'est quelque part aussi un indicateur de qualité de l'information et de la documentation clinique dans le dossier du patient. Si je vais cliquer dessus, on va voir que la présentation est un peu similaire à l'indicateur précédent. Mais donc évidemment ici on a d'autres échelles où on devrait avoir de préférence au moins 100% de volume clinique ou 100% de complétude clinique. Ici on voit qu'on est à 258%, ça veut dire qu'en moyenne on a 2,58 documents cliniques par contact, ce qui n'est déjà pas trop mal. Et je peux aller recalculer ça comme pour l'indicateur précédent pour différents mois. Donc je vais voir que pour certains mois, on atteint même un chiffre qui peut être encore plus élevé. Donc ici, on a plus de 3 documents cliniques par contact qui sont enregistrés pour les mois précédents. Si je veux avoir également les statistiques par service, je peux cliquer sur Détails et je vais avoir ce score par service. Je vois ici par exemple en néonatologie que j'ai 324 documents cliniques pour 25 contacts, ce qui veut dire que ça nous donne une moyenne de presque 13 documents cliniques par contact pour ce service. Bien qu'il y a d'autres services, par exemple ici pour médecine générale, la consultation en médecine générale, c'est quelque part normal, on est à 137%, c'est donc juste un peu plus de 1 document clinique, 1,4 en fait, document clinique par contact qui va être enregistré. Et donc, très souvent pour une consultation, on va avoir une fiche de consultation et ce sera tout qui va être enregistré comme document clinique. Et comme ça, on peut faire le suivi des différents services et voir, identifier éventuellement les services qui n'ont pas une bonne prestation. Évidemment, si je vois ici laboratoire ou bien la morgue, là c'est normal qu'on a évidemment un nombre très faible, mais par exemple pour la kinésithérapie, ce n'est pas tout à fait normal que pour le nombre de contacts en kinésithérapie, que seulement pour un contact sur 3, on a en moyenne un document clinique qui est enregistré. Regardons maintenant un indicateur qui porte sur les motifs de contact. Et cet indicateur va nous calculer pour tous les contacts des 30 derniers jours quel est le pourcentage de contacts pour lesquels on a enregistré au moins un motif de contact. C'est quoi les motifs de contact? Quand on a un contact, j'ai par exemple ici un patient qui est hospitalisé en médecine interne. J'ai ici les causes de consultation pour le contact actif, donc ça c'est les motifs de contact. Je vois ici qu'il n'y a rien qui a été enregistré, mais c'est toujours une très bonne habitude d'enregistrer au moins pourquoi le patient est venu en hospitalisation. Pourquoi est-ce qu'il a été hospitalisation? Par exemple ici, c'est pour une cause de paludisme. Bon, je prends quelque chose ici, donc falciparum. Et j'ai maintenant un motif ou une cause de consultation ou d'hospitalisation pour le contact actif. Donc, chaque fois qu'on a un contact, pour les 30 derniers jours, le système va aller vérifier si au moins un motif de contact a été enregistré pour le patient. Donc, on passe de nouveau dans notre tableau de bord. Et quand je regarde ici dans mes indicateurs ou tableau de bord clinique, je vais sélectionner complétude des motifs de contact.
je vais le démarrer. Et ceci est un calcul qui peut prendre un peu de temps. Et voilà, on a notre résultat. Donc la complétude des motifs de contact dans ce cas-ci est de 9,16%. Ça veut dire que seulement pour un contact sur 11 à peu près, donc 9% des contacts, on a effectivement aussi enregistré un motif de contact. Ce qui est faible, parce que ça devrait être en fait une habitude de le faire systématiquement, et donc on ne devrait pas être très loin de 100%. Deux indicateurs des tableaux de bord cliniques sont liés à la mortalité. Un premier est lié à la mortalité maternelle, un deuxième à la mortalité périnatale. Et avant d'aller calculer ces indicateurs, on va d'abord voir où se trouve l'origine de ces informations. Quelles sont les informations qui sont utilisées pour cet indicateur? Alors, quand on va dans un dossier d'un patient, on prend ici notre patient test, à la fin d'une hospitalisation, il y a toujours la possibilité d'enregistrer une synthèse de sortie d'hospitalisation. Et donc, si je vais ajouter une synthèse de sortie, j'ai dans la ligne rapportage également la possibilité de cocher décès maternel ou décès périnatal. C'est ici que les informations vont être récupérées par l'indicateur en question. Et donc, ce serait quand même une bonne habitude d'avoir une telle fiche de synthèse de sortie d'hospitalisation pour chaque hospitalisation qui se termine dans un hôpital. Supposons ici que je mets décès maternel. Cette information va pouvoir être récupérée, mais seulement pour les patients pour lesquels on a également enregistré dans le contact qu'il s'agit d'un décès. Donc si je vais ici dans l'hospitalisation, je vais clôturer cette hospitalisation, par exemple aujourd'hui, et dans l'évolution, je dois choisir une des options qui sont liées à un cas de décès. Par exemple ici, décès après 24 heures. Alors je clôture, évidemment mon dossier va indiquer que le patient est décédé, et si je retourne maintenant dans les tableaux de bord, je vais ici dans mes tableaux de bord, je descends dans le chapitre clinique et quand je vais maintenant activer ou lancer l'indicateur mortalité maternelle, le système va calculer d'abord le nombre total des cas de mortalité, ça c'est la courbe ici en rouge, et en bleu on va voir le nombre de cas de mortalité qui sont des cas de mortalité maternelle. Et je vois ici que, bon, le dernier jour, donc le 26 mars, j'ai effectivement un cas de mortalité maternelle. C'est celui que je viens d'enregistrer. Ici, par défaut, je vois la mortalité totale sur 30 jours et la mortalité maternelle sur 30 jours, jour par jour. Je peux également demander d'avoir ces informations, par exemple, par mois, pour les 12 derniers mois. Si je veux exclure l'une ou l'autre donnée, donc par exemple je ne veux pas voir la mortalité totale, il suffit de cliquer ici sur la ligne et je garde encore seulement les enregistrements de mortalité maternelle. Ou bien l'inverse, ça c'est possible aussi évidemment. Et je peux également le demander par année, et donc là je vais avoir l'évolution de la mortalité maternelle sur une période de 10 ans. Donc année par année. Donc ici c'est de 2014 jusqu'à 2023. Je retourne ici à la mortalité par jour. Si je vais cliquer sur les détails, le système va me donner la liste des cas de mortalité. Et donc je vois ici mon patient test qui est un cas de mortalité maternelle, donc où je vais retrouver le cas en question. Si je veux, je peux toujours aller dans le dossier avec l'ID du patient pour aller vérifier. Le deuxième indicateur, c'est presque pareil, hein, donc mortalité périnatale, mais donc là, je vais en fait lancer le même indicateur, mais ici, ma courbe pour la mortalité totale va être la même,
mais la courbe évidemment pour la mortalité périnatale va être différente. Donc il s'agira seulement des fiches de sortie d'hospitalisation dans lesquelles on a renseigné qu'il s'agit effectivement d'une mortalité périnatale. Pour le reste, le comportement de cet indicateur est exactement le même que celui pour la mortalité maternelle. Ensuite, nous avons deux indicateurs qui nous renseignent sur les accouchements prématurés. Un premier, c'est les accouchements prématurés. Et donc ça, c'est un indicateur qui va nous montrer quelle est l'évolution des accouchements prématurés comparé au nombre total des accouchements qui ont été réalisés dans la structure de soins. De nouveau, d'où viennent ces informations? Quand on va regarder dans un dossier patient, on peut ajouter une fiche. Donc ici, je vais devoir aller dans un service pour les accouchements. Donc ça va être ici gynéco-obstétrique. Et donc j'ai par exemple la fiche accouchement. Quand je vais ouvrir la fiche accouchement, je vois que ici, on peut indiquer si la grossesse était à terme, oui ou non. Si elle n'était pas à terme, ça veut dire qu'elle va être considérée comme prématurée. Si c'est à terme, ça va être considéré comme un accouchement non prématuré. Seulement si on enregistre ces informations, les prématurés vont être pris en compte. Et donc, si je vais dans mes indicateurs, gestion des tableaux de bord, et je vais lancer cet indicateur accouchement prématuré, par défaut, il va aller chercher dans la dernière année. Donc, il va prendre toute la liste d'accouchements qu'il y a eu dans la dernière année, et pour chaque accouchement, le système va évaluer s'il s'agit d'un accouchement prématuré, oui ou non. Et donc, je vais voir ici le nombre total qui sont les accouchements sur 12 mois, donc du mois de mars de l'année passée jusque maintenant. Et puis les cas prématurés, donc les accouchements prématurés qui sont montrés là-bas. Donc je vois ici que probablement cette information n'a pas été correctement renseignée dans ces fiches d'accouchement. Je pense que les gens n'avaient pas l'habitude de le faire. Et alors, si je vais aller demander aussi les détails, je vais avoir alors une liste des accouchements qu'on a eus dans l'année passée et avec l'indication si c'était prématuré. Enfin, bon, on va avoir une liste des prématurés. Mais donc, comme il n'y avait aucun accouchement prématuré ici, l'indicateur, le détail de l'indicateur ne va rien montrer. Je vais quand même essayer d'enregistrer un accouchement. Je vais devoir probablement modifier ici la date de naissance du patient pour avoir quelque chose de plus réaliste. Voilà. Elle est d'emblée plus jeune et on va enregistrer un accouchement. Alors, on descend, on va dans gynéco-obstétrique. Je vais enregistrer un accouchement. Je dis oui, commencer à 6 heures, par exemple le 25. Et l'accouchement n'était pas à terme. Bon, le reste des informations sont en principe pas obligatoires pour calculer cet indicateur. Je retourne aux indicateurs. Tableau de bord. On va de nouveau dans clinique et je fais tourner encore les accouchements prématurés. Et donc maintenant, on devrait avoir un cas d'accouchement prématuré qui a été enregistré dans le système. Donc si je vais aller demander le détail, j'ai le cas de mon dossier qui est enregistré et qui est affiché dans la liste. Voilà, je vois ici mon patient test, donc j'ai eu un cas d'enregistrement d'un accouchement prématuré.
Le deuxième indicateur est un indicateur qui va me dire combien d'accouchements prématurés on a eu. Et si je vais comparer ça au nombre total des accouchements, quelle est donc la proportion d'accouchements prématurés dans les 30 derniers jours. Donc ça, c'est simplement, ce sont des chiffres, c'est le nombre absolu et le pourcentage. Et donc j'ai eu un cas d'accouchement prématuré, ce qui représente 0,83% du nombre total d'accouchements réalisés dans les 30 derniers jours dans cette structure de soins. Et finalement, nous arrivons à 4 indicateurs qui ont été développés dans le cadre de la pandémie Covid-19 et donc qui sont tous évidemment liés au Covid-19. Un premier paramètre, c'est l'évolution des cas positifs Covid-19. En fait, ici, l'indicateur va suivre le nombre d'analyses laboratoires qui ont été réalisées et qui ont été enregistrées dans le système Open Clinic et pour lesquels le résultat a été enregistré étant positif. Comment ça se fait? En fait, premièrement, je vais devoir évidemment avoir une demande laboratoire avec une analyse Covid-19. Si j'ai un patient ici pour lequel je vais enregistrer d'abord une consultation, je vais dire qu'il vient d'un centre de santé, voilà, il vient dans un service de consultation externe, consultation générale, et je vais en fait sauvegarder, voilà, ce contact. Par après, je vais ajouter une analyse ou une demande d'analyse laboratoire. Donc ici, j'ai la demande et je vais ajouter un test Covid. Je vais chercher et je vois ici que j'ai un test Covid qui a le code COV. Par défaut, c'est l'analyse avec le code COV qui est prise en compte ici pour l'indicateur des cas positifs. Si vous avez un autre code que vous voulez utiliser, on va devoir changer ça dans les paramètres de configuration d'Open Clinic. Mais ça dépasse un peu le scope de cette formation. Et donc ici, je vais faire une demande d'une analyse Covid et je sauvegarde cette demande. Une fois que cette demande a été faite, au niveau du laboratoire, on va aller réaliser le résultat ou l'analyse et on va encoder le test. Donc ici j'ai un Covid-19, un test PCR où je vais pouvoir encoder si c'était positif ou négatif ou bien si le résultat n'est pas encore disponible. Si je dis voilà, c'est un résultat positif, je vais le sauvegarder comme tel. Et donc maintenant j'ai un test positif pour mon patient en question. Donc ici j'ai une demande avec une consultation et donc avec un résultat positif. Ce résultat devrait alors être rapporté dans mon indicateur. Si je vais aller dans mes indicateurs, dans mon profil, tableau de bord, les tableaux de bord ou les indicateurs cliniques et ici l'évolution des cas positifs Covid-19. Donc si je vais aller chercher les cas positifs, il va dire voilà, dans tout le mois j'avais aucun cas positif sauf aujourd'hui, bon c'est celui que je viens d'enregistrer, il s'agit d'un cas positif. Je peux également demander ça pour toute une année, donc ça c'est depuis le début de l'année, donc c'est seulement dans le dernier mois, donc le troisième mois ici, que je vais avoir eu un cas positif. Ça c'est le premier indicateur Covid-19. Le deuxième, il va m'indiquer le nombre de contacts que j'ai eu pour Covid-19. Si je vais le lancer maintenant, je vais avoir aucun contact. Pourquoi? Parce que il va compter, donc on le voit ici bien dans l'explication, il va compter le nombre de contacts ou le nombre de patients qu'on a vus pour lesquels on a
enregistrer une fiche de triage de Covid-19. Donc s'il n'y a pas de fiche de triage, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contact Covid-19. Donc un contact Covid-19 ici, c'est défini comme un patient pour lequel on a fait un triage dans le cadre de Covid-19. Alors, si je vais dans le dossier de mon patient, je vais ajouter une fiche. Je vais voir ici que dans mon service, j'ai entre autres activé les fiches de triage Covid-19 avec ou sans pulse oxymétrie, ça c'est pas trop important. Je prends ici celle sans et je dis voilà, j'ai une température de 37 degrés et une saturation de 6%, etc., etc. Je sauvegarde et donc maintenant en fait j'ai une fiche de triage qui a été enregistrée pour mon patient. Ça va être reflété maintenant dans l'indicateur pour Covid-19. Donc si je vais aller voir le nombre de contacts Covid-19 qu'il y a eu, si je demande cet indicateur, je vois que maintenant j'ai un contact Covid-19 qui a été enregistré. Alors on a également ici la positivité des tests Covid-19. Donc là c'est en fait une évaluation du pourcentage des tests Covid-19 qui étaient positifs donc, par rapport au nombre total des tests Covid-19 qui ont été réalisés. Et donc ça c'est un pourcentage qui évolue du jour en jour et donc c'est pour on peut avoir ça par jour ou bien par mois. C'est évidemment un paramètre qui nous aide à montrer l'évolution de la positivité, du degré de positivité des tests qui sont réalisés. Donc si je vais exécuter cela, ici je vais avoir évidemment 100%. Donc j'ai ici un point qui indique 100% pour aujourd'hui. Si je le fais pour le mois, ben, ça va donner le même résultat. J'ai seulement un test pour ce mois-ci, donc je ne vois pas vraiment une courbe, mais donc 100% parce que j'ai réalisé un test Covid-19 et il y avait un test qui était effectivement positif. Alors quand je vais regarder les hospitalisations, donc là on va compter le nombre de patients qui ont été hospitalisés pour Covid-19. Et donc je vais ici aller voir cet indicateur et je vois que je suis à 0. Pourquoi? Parce que mon seul patient pour lequel j'ai enregistré des données Covid-19, en fait il s'agissait de triage dans le cadre d'une consultation. Et une consultation évidemment ce n'est pas une hospitalisation. Donc si par contre je vais clôturer cette consultation, je vais transférer, c'est un transfert intra-hospitalier parce que je vais hospitaliser mon patient, je vais clôturer. Et j'ouvre maintenant une hospitalisation et il vient donc de l'hôpital même et je vais le transférer dans un service, par exemple, service de médecine interne, peu importe. J'hospitalise mon patient. Voilà. Évidemment, pour ce patient, je n'ai pas encore enregistré que ce patient est hospitalisé pour Covid-19 ou si c'est pour autre chose. Donc si je vais lancer l'indicateur maintenant, ben, ce sera considéré simplement comme une hospitalisation, mais pas comme une hospitalisation Covid-19. Donc je vais devoir répondre à un deuxième critère, c'est le fait qu'il faut avoir enregistré pour cette hospitalisation au moins un des documents qui sont liés au Covid-19. Une consultation admission, un suivi Covid-19 ou un triage Covid-19 qui n'est pas lié à la consultation mais qui est lié à l'hospitalisation. Parce qu'on peut avoir fait un test donc, dans la consultation et puis avoir décidé de ne pas hospitaliser le patient et par après on hospitalise le patient mais c'est pour une autre raison, ce n'était pas pour une raison de Covid-19. Par exemple, une pneumonie qui est due à l'une ou l'autre bactérie. Alors, si maintenant je vais quand même enregistrer une fiche d'hospitalisation, j'enregistre les mêmes données ou autre chose, c'est pas trop important. Mais donc, j'aurai maintenant une fiche d'admission
qui est lié au Covid-19 et donc ça va rendre l'hospitalisation une hospitalisation Covid-19. Et donc elle devrait être maintenant rapportée dans mes indicateurs pour Covid-19. Si je vais lancer ici mon indicateur, je vais voir que j'ai maintenant une hospitalisation Covid-19 qui a été enregistrée. Je peux aussi demander ça par jour ou par mois. Donc là, ce sera pour une année. Et donc seulement dans le dernier mois, je vois que j'ai eu un cas de Covid-19. Évidemment, ici, avec un cas, ça ne parle pas trop, mais si on a beaucoup de cas, on va vraiment voir les courbes et les évolutions, la pression que le Covid-19 ou une maladie similaire dans l'avenir met sur les structures de l'hôpital. Ceci est encore un petit addendum au vidéo tutoriel qui explique simplement comment on peut configurer une analyse laboratoire pour qu'elle soit reconnue comme une analyse Covid-19 par les indicateurs Covid-19. Alors, dans la gestion du système, et donc là il faudra avoir des droits d'administrateur système pour pouvoir y accéder. Quand on va regarder dans la gestion des analyses laboratoires, je vais aller chercher une analyse qui s'appelle Covid, ou bien si elle n'existe pas, je peux toujours la créer. Donc ici, dans mon système, j'ai déjà une analyse qui s'appelle Covid-19 PCR. Ce qui est important, c'est que le code de cette analyse devra être égal à COV. Si jamais je voudrais utiliser un autre code que COV, je vais devoir configurer un paramètre de configuration et je vais vous montrer par après comment on peut le faire. Mais donc supposons qu'on va utiliser le code COV pour les analyses Covid-19. Bon, les dénominations, etc., ça n'a pas beaucoup d'importance. Le seul élément qui a de l'importance, c'est que pour l'éditeur, il faudra choisir un éditeur, soit avec liste d'options, soit avec bouton d'options, mais où dans les options, on a une des options qui s'appelle positif. Et donc un résultat qui va être enregistré comme positif va être considéré comme un test Covid-19 positif et toutes les autres options vont être considérées n'étant pas des cas positifs. Donc il ne faut pas mettre des plus ou des moins, ou plus et moins, ça ne va pas être reconnu par le système, ça doit être positif. Et donc les autres options sont effectivement libres. Si je spécifie ici les différentes options, ça veut dire qu'automatiquement, ce sont les options qui vont être disponibles pour l'encodage du résultat laboratoire par les techniciens de laboratoire. C'est tout ce qu'il faut faire pour que cette analyse-là soit reconnue comme analyse Covid-19. Si jamais je veux utiliser un autre code ici, je vais devoir aller dans Système, Gestion, et puis je vais dans la gestion de configuration, et dans les clés, donc je vais devoir chercher un paramètre de configuration, et le paramètre que je vais chercher, c'est Covid Lab Code. Si je cherche, je vais voir qu'ici, dans mon système, ce paramètre n'existe pas, n'est pas configuré. Alors, le système va automatiquement utiliser sa valeur par défaut, qui est COV, donc le COV. Donc ça, c'est le code qui est actuellement utilisé. Si je veux spécifier un autre code, je pourrais le faire et dire ici, à partir de maintenant, je vais utiliser COVID comme code. Donc, sorry. Voilà, ici. Voilà, et donc là, ça va être Covid. Ou même Covid-19, parce qu'il peut y avoir encore d'autres Covid qui vont venir dans l'avenir. Je dois dire un nouveau code. Voilà. Covid-19. Si je vais sauvegarder ceci, ça veut dire que maintenant, mon ancien code COV
ne va plus être reconnu comme étant l'analyse Covid-19. Donc si je vais relancer mes tableaux de bord et je vais aller demander maintenant le nombre ici l'évolution des cas positifs par exemple, si je vais aller chercher ça, il ne retrouve plus les cas positifs parce que le code COV, ils étaient enregistrés sous le code COV et ce code n'est plus utilisé. Si par contre je vais de nouveau changer mon analyse laboratoire ici et je dis que mon ancienne analyse COV, bah, je vais maintenant dire que le code ça devient, non c'était COV-19, pas Covid. Donc ce que j'ai configuré dans le paramètre de configuration, je sauvegarde. Et comme l'ancien code COV n'existe plus, je vais devoir enregistrer une nouvelle analyse laboratoire ici pour le patient en question. Donc je vais aller dans les demandes laboratoire. Je vais ajouter mon analyse COVID qui porte maintenant le code COV. Je vais l'ajouter. Je vais sauvegarder ma demande. Et maintenant, je vais enregistrer le résultat positif dans cette demande. Je sauvegarde et à partir de maintenant, c'est cette analyse COVID ou COV-19 qui va être reconnue par le système comme l'analyse laboratoire liée au COVID-19. Donc ici, c'est l'évolution des cas positifs. Je vais avoir, voilà, mon cas positif qui réapparaît.